Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui va recevoir le secrétaire général national de l'UDEN, l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. C'est M. Abderrahmane Gueye. Merci beaucoup, M. Gueye, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci, Hassan, le plaisir est partagé. C'est un grand plaisir que de revenir ici pour parler de choses qui intéressent les populations sénégalaises quand il s'agit surtout de l'école, qui est quand même notre raison d'être et qui nous semble être un outil important pour asseoir le développement de notre pays. D'accord. Vous êtes habitué donc de la maison, merci. Vous êtes héritier, on peut le dire comme ça, d'une longue tradition à l'UDEN. On a connu de grands secrétaires généraux avec beaucoup d'envergure, les Castro et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes à votre deuxième mandat à la tête de ce syndicat? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'UDEN se porte bien et que vous tenez parfaitement bien la baraque? Je le pense bien et je crois qu'il n'y a pas un seul jour où des anciens qui nous ont formés nous appellent pour nous dire que nous sommes fiers de vous. Je crois que nous avons compris que la mise en place de cet outil était de contribuer en tout cas au rayonnement de notre école. Parce que nous estimons que l'école, quand même, c'est l'endroit où il faut former les Sénégalais et les Sénégalaises pour qu'ils soient à même de pouvoir contribuer au développement de leur pays. Et nous sommes restés dans ce sillage. Et nous ne manquons jamais l'occasion pour dire à nos mandants que nous devons être exemplaires à tout égard et à tout point de vue, venir à l'heure, descendre à l'heure, travailler. Nous ne le faisons pas pour le directeur, nous ne le faisons pas pour le chef d'établissement, nous ne le faisons pas pour l'inspecteur, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Vous avez un bilan positif à la tête de l'UDEN? Je crois que c'est sous notre magistère que nous avons pu acquérir un siège. Et ça a été une ambition de nos anciens. Mais sa réalisation s'est faite, en tout cas, avec nous. Et aujourd'hui, l'UDEN a multiplié par 3 ses effectifs. Et par 2 fois de suite, nous sommes restés syndicats représentatifs. Je crois que le bilan ne pouvait pas être plus élogieux que ce bilan. C'est ça. Et vous avez également du matériel roulant. Oui, nous avons un parking automobile. Nous avons, en tout cas, dans la formation, nous avons beaucoup investi au point qu'aujourd'hui, les militants de l'UDEN et les militantes se distinguent à travers leur comportement et leur façon de faire. C'est ça. Mais vous avez quelques divisions dans vos rangs, parce que vous avez été contesté, on a vu des plaintes ces dernières années, vous visant, vous concernant. Est-ce que vous avez réussi aujourd'hui à apaiser l'UDEN? Mais vous avez constaté que sous notre magistère, nous avons pu asseoir une équipe autour de la personne morale. Et c'est ce qui nous a valu ces succès énumérés. Mais dans une équipe, il ne manque pas qu'il y ait une personne ou 2 personnes qui s'agitent. Mais si vous interrogez notre congrès, vous vous rendrez compte que j'ai été élu à l'unanimité. Et mandat m'a été donné par ce congrès pour proposer un bureau. C'était inédit dans l'histoire de notre organisation syndicale. C'est dire que j'ai la confiance de mes camarades. Et je profite de cette opportunité pour les remercier parce que je suis en fin de mandat. Je vais terminer et je crois que ceux-là qui vont nous remplacer devront avoir claire conscience que l'UDEN
ne peut pas être un syndicat comme les autres. Notre raison d'être, c'est l'école. D'accord. Vous avez démultiplié un peu vos effectifs, vous l'avez dit. Vous en êtes à combien de membres aujourd'hui? Nous sommes à peu près à 10 779 militants. Quand j'héritais le syndicat, nous en étions à peu près à moins de 4000. Regardez le pas que nous avons fait. Sur plus de 100 000 enseignants ici au Sénégal, le ratio, il est bon ou il est faible? Mais il y a 67 syndicats. Si vous suivez les résultats obtenus par les uns et les autres, je crois que l'UDEN quand même est resté 2 fois dessus syndicat représentatif. Et pour être syndicat représentatif, il faut avoir 10% des votants. Donc, faites le ratio et vous verrez que l'UDEN est là. Et l'UDEN va continuer à se massifier parce que l'UDEN a gagné la confiance des enseignants. D'accord. 67 syndicats, c'est rationnel ça pour... Mais c'est ce qui a fondé l'organisation de ces élections. Qu'est-ce qui explique ça, je veux dire, 67 syndicats dans le... C'est inhérent à la nature des Sénégalais. Chacun veut être dirigeant là où il est. Quand vous êtes un peu frustré par rapport à la manière dont le syndicat est géré, le parti politique, vous pensez que la solution c'est d'aller créer sa propre organisation. C'est ça, vous avez vu, il y a combien de partis politiques? Plus de 500 partis politiques au Sénégal. Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Nous sommes dans des organisations démocratiques. Et dans les organisations démocratiques, il faille que nous puissions accepter le débat. Et que ce débat-là ne saurait occulter la contradiction. Mais ce qui est important, c'est qu'au finish des débats, de retenir ce que la majorité aurait souhaité. Et c'est ça que nous appelons le centralisme démocratique. D'accord, c'est ça. Je crois que si on va dans ce sens, il est vrai que nous allons quand même renforcer nos organisations. C'est ça. Je crois aussi qu'il faut mettre plus de contraintes à la liberté d'association. C'était une parenthèse. L'UDEN est un syndicat, mais politisé de gauche. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, je crois que cette période-là, elle est dépassée de très loin. Vous savez, si nous interrogeons l'histoire, vous conviendrez avec moi que ceux-là qui étaient engagés politiquement avaient été contraints par les limites de la démocratie sénégalaise en un moment, et il fallait qu'ils trouvent d'autres voies pour pouvoir s'exprimer. Et c'est à travers ce cadre-là et dans ce sens-là que certains ont songé mettre en place des syndicats dans le cadre de leur secteur de travail. Mais cela ne dénote en rien que c'est des mécanismes démocratiques. Parce que vous allez au niveau de l'UDEN, il y a ce que nous appelons les statuts, il y a ce que nous appelons les règlements intérieurs. Et vous êtes assujettis au respect des dispositifs réglementaires. Pour dire que, présentement, moi, je suis un militant de la LD Debout. Mais si on fait le décompte au niveau du BEN, je suis le seul. Donc, la question politique n'est plus de mise dans nos rangs. D'accord. Vous êtes de LD Debout. LD Debout, il est debout, elle est debout ou elle est couchée? Mais elle est debout. Vous savez, nous avons toujours pensé que la valeur des hommes et des femmes réside dans leur façon de faire, dans leur comportement et dans leur engagement pour les choses publiques. C'est pourquoi nous ne nous fondons pas sur le nombre, mais nous nous fondons sur notre façon et notre manière d'agir pour réguler les choses dans l'équité, dans la justice et dans la démocratie. Et quand nous avons senti à un moment donné au sein de notre parti qu'il y avait quand même des comportements suivistes qui ne prenaient pas en charge la préoccupation du peuple, nous avions alerté en interne, mais on nous avait qualifiés de tous les noms d'oiseaux et on nous avait à la limite même exclus parce que
ce que nous disions n'arrangeait pas, en fait, cela qui, en réalité, avait les pouvoirs de notre organisation. Et de ce point de vue, nous avons pensé que la lutte devait continuer et on s'est organisé dans un cadre, et Dieu sait que, minime soit le nombre, nous sommes en train, en tout cas, de peser et de dire nos opinions et d'agir partout où nous nous trouvons. Nous sommes pris en exemple. D'accord. Donc la LD a été cassée en deux. Il y a pas, vous n'envisagez pas de recoudre ou de vous retrouver dans une seule formation? Non, je ne pense pas que cela soit... C'est pas d'actualité. Oui, oui. Selon ma position, ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus utile. Vous savez, on peut être ensemble si nous partageons un idéal. Mais si nos valeurs ne sont pas les mêmes, je crois que point n'est besoin de chercher à nous rapprocher. Chacun peut frayer son chemin. Mais ce qui est important pour moi, c'est que nous restions des hommes, que nous restions des citoyens et que nous puissions asseoir un respect mutuel qui puisse nous permettre de nous parler et de contribuer au développement de notre pays. C'est ce qui est beaucoup plus essentiel pour moi. D'accord, très bien. Dans ce numéro, nous recevons M. Abderrahmane Gueye, le secrétaire général national de l'UDEN, le syndicat enseignant. Actuellement, vous êtes en position de retraite. Comment se fait-il qu'un retraité, qui n'est plus enseignant ni même inspecteur de l'enseignement, puisse diriger ou conduire des enseignants? Comment cela se fait-il? Oui, mais ça se comprend. Moi, je viens de partir à la retraite. C'est au mois de novembre. Je suis parti à la retraite. 2024. Oui. Donc, au moment où je postulais pour mon deuxième mandat, il me restait encore 2 ans. Donc, j'étais militant, je cotisais. Donc, et dans le règlement de notre organisation syndicale, il est clairement stipulé que un retraité ne peut pas postuler. Mais quand vous êtes en activité, vous cotisez, même s'il vous restait 2 jours pour aller à la retraite, au moment du congrès, vous aviez la possibilité de postuler. J'ai eu la confiance de mes pairs. Donc il n'y a pas de retraite syndicale pour vous actuellement? Même chez nous, il n'y a pas de retraite syndicale. Parce que même ceux qui sont partis à la retraite, ils n'ont plus la possibilité de revenir diriger le syndicat. Mais ils continuent leur militantisme à travers des activités. Et nous avons mis en place ce que nous appelons la commission permanente des années. C'est des retraités, c'est des anciens qui ont dirigé le syndicat. Mais nous avons besoin de leur expérience, nous avons besoin de leur expertise. Et je puisse l'affirmer ici, que c'est de grands mouchés qui continuent à soutenir l'UDEN dans ses actions. Ce sont nos conseillers. Et nous sommes fiers d'eux. Parce que sans eux, peut-être qu'on allait dans un autre sens. Mais à chaque fois que ces anciens nous voient, ils nous disent, oui, ça c'est permis, ça c'est autorisé. Et ces conseils qui nous sont prodigués quand même nous aident à bien gérer ce syndicat. Moi, je pense qu'ils ne vous ont pas donné de bons conseils. Parce que vous auriez pu donner l'exemple, comme vous êtes en retraite officiellement de l'administration, vous auriez pu organiser des élections anticipées au moins pour donner l'exemple que l'UDEN est une démocratie et qu'un retraité ne peut pas aspirer à la diriger. Je pense que ça aurait pu être un exemple rayonnant venu de votre part. Oui, mais les conseils qu'on vous a donnés ne sont pas Monsieur Gueye, de très bons conseils. Il faut faire l'effort de comprendre que je n'aurais jamais brigué. Vous ne fonctionnez pas comme ça. Je n'aurais jamais brigué au moment où j'étais déjà à la retraite à un poste électif. Quand on m'élisait, j'étais membre de droit, je cotisais et j'étais en règle. Et nos dispositifs réglementaires me permettaient de briguer. Je l'ai fait, j'ai eu la confiance des autres. Maintenant, en chemin, en cours de chemin, je suis à la retraite, mais le mandat qui va venir, et le mandat est finissant, comme je vous l'ai dit, on va aller au congrès. Il vous reste combien de temps?
On va aller au plus au mois d'avril, le mois à venir, ou le mois de... On va aller au congrès. Parce que nous sommes dans les préparatifs de notre congrès. On a installé la commission préparatoire du congrès, on a installé les comités, les commissions de travail, et les commissions ont commencé à travailler. Donc, inéluctablement, on va aller vers un congrès. Et ce sera mon dernier mandat. Et je vais, quand je quitterai le poste de secrétaire général, dans le dispositif réglementaire, on dit que quand vous êtes membre du BEN, vous restez membre à la CA. Donc, nécessairement, je vais continuer à accompagner les jeunes, mais pas en tant que membre du bureau. D'accord. Parce que je ne pourrai plus être membre du bureau. Est-ce que les membres de l'UDEN vous regardent toujours avec le même œil? Ils ont la même perception de vous aujourd'hui que vous êtes à la retraite qu'hier? Est-ce que vous n'êtes pas affaibli un peu? Non, pas du tout. Ah. Je crois que si nous sommes arrivés à ce résultat... Les regards n'ont pas changé? Non, à la limite, je me dis même que les membres du MOMO vouent un respect et une considération. Et je crois que c'est ce qui nous a permis d'arriver à ça. Et très sincèrement, je ne vois pas la différence. Je n'ai noté aucune différence entre la considération d'hier et d'aujourd'hui. Parce que je ne me sens nullement coupable d'aucun fait, si ce n'est que l'amour que je porte à ce syndicat. Parce que depuis pratiquement plus d'une vingtaine d'années, je suis dans la direction de ce syndicat. Et je me suis toujours engagé. Et c'est pourquoi les uns et les autres ont pensé que j'étais l'homme idéal pour diriger ce syndicat. D'accord. Et heureusement pour moi, avec l'appui de la base, l'appui en tout cas de mes collaborateurs, nous sommes parvenus à faire un résultat approprié. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être à la tête d'un tel syndicat? Il faut de l'expérience, vous en avez. Il faut certainement aussi avoir de la fraîcheur. Oui, je crois que... Est-ce que vous avez toujours cette vitalité-là pour continuer à diriger le syndicat? Oui, je crois que les qualités d'un bon manager, c'est d'avoir le sens de l'écoute. C'est d'être tolérant. C'est d'être loyal à l'endroit de ton organisation syndicale. Mais surtout, c'est d'être discret avec vos collaborateurs. Il peut arriver que dans la façon de faire, qu'il y ait des discordes. Mais je crois qu'un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait remédier, mais dans la discrétion. Il faut avoir le cœur. Et surtout, il faut être un bon père de famille. D'accord. Très bien. Pourquoi les anciens secrétaires généraux comme Mamadou Diop Castro, Mamadou Ndoye, etc., et même Mme Awawad, qui vous ont devancé à l'UDEN, avaient plus de charisme, avaient plus d'envergure que vous maintenant, secrétaires généraux? Parce que je trouve que les nouveaux secrétaires généraux de syndicats, dans leur globalité ou dans leur majorité, sont transparents. Ils n'ont pas d'envergure, ils n'ont pas de notoriété, ils ne sont pas assez connus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence de formation, les anciens étaient mieux formés, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il me sera difficile d'apporter une réponse à cette question, mais ce que je puisse dire, c'est qu'en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons appris sous les yeux de ces anciens-là. Et nous avons cherché à être comme eux. Et les qualités dont je faisais allusion tout à l'heure, quand même, ont été extirpées de leur façon de faire. Maintenant, avoir le verbe, je crois que c'est autre chose. Être écouté, c'est autre chose. Mais être efficace, je crois qu'il le faut. Et nous pensons que quand même, nous sommes efficaces. Et le résultat peut le démontrer. Vous êtes plus efficace que... Parce que au moins vous avez pu
donner un patrimoine à votre syndicat. Donc, vous êtes plus efficace, sûrement. Ouais. Oui, vous savez, c'est une question de temps, c'est une question d'objectif. Nous ne sommes pas dans les mêmes périodes, ce qui fait qu'en réalité, l'analyse pourrait être biaisée parce que les critères ne seraient pas les mêmes. Mais tout compte fait, il faut reconnaître quand même en Mamadou Ndoye son charisme. Il faut reconnaître en Mamadou Ndoye que c'est un homme de pensée, c'est un homme de réflexion. À Mamadou Diop Castro, son action, c'était quelqu'un qui était dans l'action, qui avait le verbe, qui était écouté par tout le monde, mais qui avait le sens réfléchi et la pondération qu'il fallait quand il s'agissait de prendre des décisions. Ces hommes-là avaient une dimension exceptionnelle, comme vous le dites. Et nous continuons à les contempler, nous continuons à les écouter, parce que je puisse le dire ici devant vous, qu'ils sont mes conseillers. Il n'y a pas une seule décision sans m'en référer à eux. Et ce que je ressens même quand ils vous parlent, c'est qu'en réalité, voilà ce que nous faisons. Même si nous pouvons constater que les temps ne sont pas les mêmes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en toute chose, il faut écouter les uns et les autres. Et il faut se diluer dans l'organisation. Et c'est ça le respect qui permettrait aux autres de se considérer comme étant en tout cas pris en charge dans leur préoccupation. D'accord, très bien. Je rappelle également que vous êtes affilié à l'UNSAS. L'UNSAS qui se confond ou se confondait à Mademba Sock. Est-ce que l'UNSAS de laquelle vous faites partie est orpheline de Mademba Sock? Oui, Mademba était un grand monsieur. Je crois qu'il a marqué l'histoire du mouvement syndical autonome à travers ses prises de position. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup contribué. Pour l'amélioration des conditions des travailleurs que nous sommes. Et nous saluons sa mémoire et nous ne cesserons de prier pour qu'Allah l'accompagne dans son paradis céleste. L'UNSAS a le devoir moral de continuer cette dynamique d'accompagner les travailleurs dans leurs préoccupations, qui sont nombreuses aujourd'hui. Je crois que les difficultés sont un peu partout. Un peu partout. Et après son décès, il fallait continuer. Et nous avons installé une secrétaire générale intérimaire. Et mandat lui a été donné de travailler pour aller vers un congrès qui nous permettra de mettre en place une équipe. Et nous de l'UDEN, nous souhaitons vivement que cette équipe soit une équipe issue d'un consensus fort, consensus qui nous permettrait de prendre toutes les forces qui composent la centrale, toutes les énergies, et d'en faire une énergie qui nous permettrait en tout cas de travailler de manière collégiale pour de nouvelles quêtes. D'accord, très bien. Abdourahmane Gueye de l'UDEN est notre invité, je vous le rappelle. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes syndicaliste. Donc cela suppose que ça fait plus de 20 ans, avant que vous ne partiez à la retraite, vous ne teniez pas de classe. Ça veut dire que vous n'aviez pas de contact avec les élèves. Est-ce qu'un enseignant qui ne tient pas de classe, qui n'a pas de contact avec les apprenants, on peut l'appeler enseignant? Mais si, on va mourir même enseignant. Je crois qu'on est enseignant un jour, on l'est pour toujours. Et vous évoquez la question des permanents. Vous savez, c'est en 1981, à travers une circulaire, que le président Abdou Diouf avait estimé devoir permettre aux travailleurs ou aux organisations des travailleurs d'avoir des représentants qui soient détachés et qui puissent se mettre au service. Parce qu'un permanent syndical dans une organisation syndicale, dans le secteur de l'éducation, mais c'est un plus-value pour la préservation du quantum horaire. Parce que les enseignants aujourd'hui ont des difficultés telles que si ces problèmes-là ne sont pas réglés, mais ils peuvent rester dans leur classe, mais n'auront pas leur esprit.
avec eux. Or, quand vous êtes un enseignant, vous travaillez avec votre esprit. Et notre mission à nous, c'est de prendre ces préoccupations et de les porter quotidiennement dans les différents services pour que ces enseignants-là puissent rester dans leur classe de la manière la plus dans une quiétude absolue. Voilà le rôle d'un permanent. Donc le permanent ou la permanence, comme vous dites, est incompatible avec le fait de tenir ou d'avoir une classe. Oui, non, mais vous ne pouvez pas... Mais moi, je crois que la circulaire, là, je ne la comprends pas. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez d'enseignants au Sénégal. Quand on a des enseignants, même syndiqués soient-ils, on leur accorde donc de ne pas donner des cours aux élèves. Mais ça, c'est pas rationnel. Oui, je crois qu'il faut cerner la question. Tout le monde doit avoir sa craie ou mettre la main à la pâte, etc. Vous devez avoir une classe, sinon vous n'êtes pas un enseignant. Non, je crois qu'il faut traquer la question de la manière la plus approfondie. Nous sommes une organisation et nous sommes un partenaire du gouvernement. Je dis un partenaire dynamique parce que nous évoluons dans le métier, nous avons acquis une expérience et une expertise avertie. Mais si tant est que dans la réflexion pour mener le système, les syndicats apportent leur input. Je l'ai déjà dit, nous gérons 10 700 et quelques enseignants qui sont éparpillés dans 65 sections dans la profondeur du Sénégal. Aujourd'hui, ces enseignants-là, ils ont des problèmes d'avancement. Ils ont des problèmes de dossier. Si on les laissait à eux-mêmes, mais il est évident qu'ils allaient se déployer pour aller régler ces problèmes-là. Oui. Or, il y a une question de quantum horaire qu'il faut régler, qu'il faut respecter. Et ça, c'est mondial. Alors, de ce point de vue, il semble être important que ces organisations-là, issues des élections de représentativité, puissent, dans une réglementation acceptée, qu'on puisse dire que vous avez tant de militants, vous avez tant de voix, on vous donne tant de permanents qui puissent être au service. Et, M. Gueye, vous allez dans nos sièges, vous allez voir le volume de travail de ces permanents. Il n'y a pas un seul jour où ils ne se déploient pas sur le terrain pour aller dans les différents services, dans les différents ministères, pour épargner à ces enseignants-là de quitter leur classe. D'accord. Donc, vous verrez avec moi l'utilité de ces permanents-là. C'est ça. Et n'est pas attributaire de permanents toutes les organisations syndicales. C'est à l'issue de la représentativité que l'on se fonde pour attribuer ces... D'accord, oui, voilà. Avant d'avancer, quels sont les avantages à être secrétaire général, par exemple, de syndicats comme l'UDEN? Il y a des avantages Mais il n'y a aucun avantage. Vous savez, il n'y a aucun avantage. Si ce n'est que vous avez un carnet d'adresses, bon, vous êtes connu, bon, vous avez la possibilité d'être en contact avec peut-être les autorités du secteur, parce que vous êtes le répondant de votre organisation syndicale. Je crois que c'est une question d'idéal de vie. Moi, quand je venais dans le syndicat, c'est parce que j'étais politique. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait contribuer pour que les travailleurs puissent avoir une organisation et à chaque fois que quelqu'un avait des difficultés, qu'on puisse l'accompagner. C'était ça l'idée. Et vous êtes dans quelque chose et vous ne savez même pas. Mes enfants, mes propres enfants, me disent à chaque fois, mais vous êtes malade et vous partez au siège, vous n'avez pas de temps avec nous, vous n'avez pas... Donc, il y a plein de choses à dire, mais c'est parce que vous l'aimez. C'est ça. Bon, vous pensez que bon, c'est ça votre... Moi, même avec mes collaborateurs, ils me le disent, vous aimez le siège. Je ne peux pas rester un seul jour sans aller au siège. Mais je mesure le sens de la confiance que les uns et les autres ont placé en moi, au point que je me dis que ça doit marcher. Et je me dois quand même d'être là pour contrôler, pour vérifier.
la marche de cette Très organisation bien. syndicale. Donc il y a une notion de sacrifice derrière. Est-ce que vous vous sacrifiez pour l'école sénégalaise? La question est la suivante. Comment se porte ou comment va aujourd'hui l'école sénégalaise si on voulait faire une photographie globale? Mais l'école est malade. L'école sénégalaise est malade. Je crois qu'elle est malade de ses orientations, est malade de son contenu de programme. Et nous devons tous de nous arrêter et de manière objective évaluer et pour impulser un nouveau souffle à notre école. Vous me permettrez de faire un glissement pour étayer mes propos. Je viens de l'Argentine où s'est tenu le 10e congrès de l'International de l'éducation. C'est la plus grande fédération du monde qui regroupe en son sein 400 organisations éparpillées dans 170 pays avec une population de 40 millions d'adhérents. Mais aujourd'hui, nous avons parlé du financement de nos systèmes éducatifs. Mais si je me fonde sur cette analyse pour traquer le financement de notre système, je verrai qu'au niveau du Sénégal, un effort a été fait. Parce que les critères internationaux, c'est 6% du BIP, c'est 20% du budget de fonctionnement. Au Sénégal, nous en sommes à 7,30% et à 26%. Mais malgré ces efforts fournis par les États qui se sont succédés, mais on s'est rendu compte que les problèmes sont toujours là en termes d'accès. Il y a 1,5 million enfants qui ont l'âge d'aller à l'école et qui ne le peuvent pas. Pourquoi? Ces enfants-là, parce qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'école, assez d'écoles. Mais il y a une pénurie d'enseignants. C'est un déficit criard d'enseignants. Les programmes... Et en fait, il y aurait combien d'enseignants qui manquent actuellement? Actuellement, il nous manque 4500 et quelques enseignants. On a procédé à un recrutement de 2000. Recrutement spécial. Les résultats viennent de tomber. Ils vont aller pour compenser les 4500 et quelques. Certainement, il va manquer 2500 et quelques. Il y a 1500 qui sont sortis. Donc, vous verrez que le gap est toujours là. Et le besoin de jeunes pour aller à l'école, je l'ai déjà dit tout à l'heure, 1,5 million sont restés sans aller à l'école. Et ils ont l'âge d'aller à l'école. D'accord. Ça doit être une préoccupation pour nous autres. Citoyens, je ne dis pas enseignants, mais citoyens. Parce que chacun d'entre nous est d'égale dignité avec son prochain. Et chacun d'entre nous se doit d'être formé pour avoir la possibilité demain d'avoir un métier, de fonder un foyer. D'accord, oui, c'est ça. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par l'État. On a même vu le budget qui avoisine 1000 milliards, budget de l'éducation nationale. Mais la question qu'on peut se poser, où va cet argent? À quoi il est utilisé? À quoi sert-il? Où va cet argent? Voilà, c'est ça la grande question. C'est pour payer les enseignants ou quoi? Oui, une bonne partie est destinée au paiement, en tout cas, des agents. Fonctionnement, quoi. Mais il nous faut, à mon avis, aujourd'hui, aller vers ce que nous appelons une gestion efficiente et efficace. Il est vrai que cette option de rendre efficiente doit être de mise. Je n'ai pas besoin de développer, vous comprenez avec moi. Vous achetez des livres que vous devez destiner aux élèves, peut-être en cours de chemin. Bon, vous verrez des départitions, n'est-ce pas, dans la gestion de cette attribution. Donc voilà des comportements que nous devons régler si tant est que nous voulons être efficaces. Mais je crois qu'il nous faut, à mon avis, aussi explorer d'autres pistes pour un financement endogène.
accru et durable, il n'y a pas de prix pour l'enseignement. Il n'y a pas de prix pour l'école. L'école, c'est un investissement. C'est un espace où on forme. Et tant que vous n'êtes pas bien formé, tant que vous n'avez pas les capacités de gérer, vous ne pourrez pas propulser, vous ne pourrez pas aller de l'avant. D'accord. D'accord, je ne vous coupe pas. Donc, les 1000 milliards, là, il y a de l'investissement, il y a du fonctionnement. Entre les deux, là, qu'est-ce qui prend le dessus? Mais certainement, bon nombre de ce budget va dans le budget de Fonctionnement. De fonctionnement et non pas d'investissement. Or, on a besoin d'investir. Mais là, je vais vous arrêter un peu, parce que on ne peut pas faire d'investissement quand des enseignants, à longueur d'année, font des revendications, et toutes ces revendications-là ont des incidences financières. Donc, en quelque sorte, c'est vous qui bloquez les investissements que l'État voudrait faire dans l'éducation. Mais jamais de la vie. Je crois que le dire de cette manière me semblerait être simpliste. Nous sommes des fonctionnaires et nous sommes recrutés dans la fonction à partir d'un diplôme. Si vous prenez l'exemple d'un inspecteur qui soit de la hiérarchie A1, vous le comparez à un autre inspecteur qui est dans un autre secteur, ce dernier peut le payer 2 à 3 fois. Ils ont fait les mêmes études. Ils servent le Sénégal, tous. Mais ça me semble être injuste du point de vue du traitement salarial. Et en 2018, on s'était constitué en un seul bloc et nous étions battus au point que ces demandes d'éducation étaient intériorisées par l'État qui avait signé un accord avec nous pour réguler ou pour régulariser ou pour en tout cas amener l'équité dans le traitement de ce système de rémunération. Mais vous avez constaté par vous-même que lorsque nous avons en 2022 commencé à régler la question des salaires des enseignants, les autres ont commencé encore à demander. Donc ça, c'est des questions d'équité qui sont posées. Mais est-ce qu'il n'est pas, je vous coupe, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour l'État d'augmenter les autres qui sont moins nombreux que les enseignants? Et vous trouvez que c'est juste? Parce qu'ils sont moins nombreux. Non, mais parce que c'est difficile d'augmenter tout le temps les enseignants, parce que ça va faire exploser les budgets. Ce n'est pas une question de nombre. On ne doit pas se fonder sur la question de nombre. Mais c'est ça qui vous handicape un peu. Oui, mais ça nous handicape. Ouais. Mais ça ne devrait pas être un handicap. Je crois qu'il nous faut avoir des dirigeants qui soient à même de comprendre l'importance de l'éducation. Ces pays qui l'ont compris, les pays du dragon, le Japon, la Chine, ces pays qui ont compris et qui ont mis un investissement approprié, mais vous les voyez dans le développement. Mais il nous faut revenir à l'orthodoxie, donner à l'éducation sa dimension, faire de sorte que l'école soit aimée par les populations, que les enfants puissent dire que l'école pourrait être un tremplin pour devenir quelqu'un. Mais si on met l'école dans cette situation, mais il est évident que les gens penseront qu'il faut être lutteur, il faut être danseur, il faut être pour gagner sa vie. C'est des choses importantes, mais non pas plus importantes que l'école. Est-ce que les enseignants aiment vraiment l'école sénégalaise? Parce que, je ne sais pas, le premier sacrifice qu'on peut faire, c'est arrêter un moment de demander des revalorisations insupportables par l'État. Est-ce que vous contribuez vraiment à l'essor de cette école dont vous dites qu'elle est malade? Et d'ailleurs, vous avez constaté la maladie. Est-ce que vous avez trouvé qu'on a des médecins pour cette école ou des soignants? Est-ce que le ministre actuel est à sa place, fait bien le travail? Est-ce que
L'autre ministre chargé de la formation professionnelle également fait son travail. Est-ce qu'il y a de bons médecins, en dehors du fait que les enseignants, on peut leur faire beaucoup de reproches? Oui, je commencerai par les ministres d'abord, Ouais. avant d'en venir aux enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, je l'avoue, c'est quelqu'un quand même qui a une volonté et qui est courtois et ouvert. Mais cela ne dénote en rien qu'il y a dans la gestion des manquements qu'il faut relever. L'école, c'est un bien de la communauté. Quand vous avez en charge de gérer un patrimoine qui vous est commun, il est loisible de s'en référer à toute la communauté, si tant est que nous voulons asseoir une action qui soit en tout cas positive pour cette école-là. Et je crois que quand même à ce niveau, il apprendrait à mieux se réajuster. Je donne l'exemple de l'introduction de l'anglais dans le système éducatif au niveau de l'élémentaire. Mais l'anglais en soi, c'est une langue internationale. Nous qui avons l'habitude de voyager, nous pouvons affirmer que quand même il ne serait pas mauvais que de l'introduire dans notre système d'apprentissage dès le bas âge. Donc, l'idée en soi est bonne. Mais la mise en œuvre devrait être discutée pour que, une fois que cela soit mis en branle, que cela puisse avoir l'impact escompté. Mais nous avons constaté que nous-mêmes qui sommes ces organisations représentatives et qui ont été choisis par nos pairs à travers des élections, mais nous n'avons été associés qu'en fin, en tout cas, du processus de réflexion. Ouais. Donc, c'est des choses qu'il faut réajuster. Nous l'avons dit, je crois que je ne fais point son procès, parce que je vois qu'il est euphorique, il aime et il a une volonté de faire changer les choses. Mais entre la volonté et la réalisation de cette volonté, je crois que quand même, il se peut qu'il y ait un contraste. C'est pourquoi, bon, pour le ministre de l'enseignement technique, il n'a jamais rencontré les enseignants, les représentants des enseignants. C'est le lieu de le dénoncer pour dire que nous sommes régis par une loi, par un arrêté. On vous a vu sur une photo. Oui, c'est ça, c'était une audience demandée en bonne et due forme par notre organisation syndicale. Et depuis que nous avons quitté avec des recommandations, mais nous ne l'avons jamais plus entendu. Donc, nous ne faisons le procès de personne, mais nous pensons qu'on ne peut pas faire ce système sans nous. Nous avons une expérience et nous avons traversé ce système-là en tant qu'organisation syndicale. Et nous avons un vécu. Et si vous prenez l'exemple de notre organisation, qui est transversale, il y a des inspecteurs, il y a des instituteurs, il y a des professeurs, il y a toutes les catégories et tous les corps. Donc, nous avons une expérience avérée. Nous ne prenons pas de décision. La décision incombe à l'État. Ouais. Mais nous pouvons apporter notre input. Et nous sommes disposés à apporter ces inputs-là à travers des réflexions. D'accord. En fin d'année, quand on voit le concours général où on décerne les prix aux meilleurs élèves du Sénégal, mais à chaque fois qu'arrive cette cérémonie, on se dit qu'en cours de route ou qu'en cours de chemin, beaucoup d'élèves ont abandonné, ce qu'on appelle la déperdition scolaire. Est-ce que ce phénomène-là est important ici au Sénégal et qu'est-ce qu'il explique? Bon, vous savez, d'abord, nous sommes adeptes d'une école publique de qualité et nous pensons qu'en réalité, les écoles d'élite n'épousent pas notre ligne syndicale. Nous sommes d'égale dignité, de citoyenneté, et de ce point de vue, nous devons mettre tous les enfants dans les mêmes conditions pour qu'ils puissent avoir les mêmes chances de réussite. Cela étant, si vous faites un peu le bilan de ce concours général, vous verrez que c'est des écoles d'élite
qui nous fournissent les lauréats de ces concours-là. L'école publique également. Peu d'élèves nous viennent de ces écoles publiques. C'est des écoles d'excellence, comme Mariama Ba, comme Prytanée militaire et les autres écoles. Mais les écoles, un peu l'Imamoulaye, un peu l'Imamoulaye. Mais nous pensons que ce n'est pas mauvais, en réalité, de donner la chance à ces élèves-là qui se sont distingués, de les porter au poteau, au podium, pour qu'ils puissent être entre des exemples à travers les autres. Mais le mieux pour nous serait de faire de sorte que tous les élèves du Sénégal aient les mêmes chances pour pouvoir réussir. Ouais, est-ce que les élèves du Sénégal ont la chance d'avoir de bons enseignants? L'échec des élèves, là, est-ce qu'il n'est pas en partie imputable aux enseignants qui ne feraient pas bien leur travail? Mais ce serait un mauvais procès. Ce serait un mauvais procès que de vouloir, à mon avis, voir simplement les enseignants. La réussite, c'est un ensemble de conditions qu'il faut. Les conditions de travail. Oui, c'est ça. Non, c'est une parenthèse. Les programmes. D'accord. Les programmes, justement. C'est une parenthèse. Il y a la fête de l'indépendance qui vient. Est-ce que l'école sénégalaise est une école indépendante? C'est-à-dire ce qu'on y apprend épouse les valeurs et le contexte sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que, voilà, l'école sénégalaise, elle est souveraine actuellement? Non, vous savez, nous avons hérité de programmes français. Et nous continuons à prodiguer nos enseignements à travers ces programmes. Et je crois que la nécessité de le réformer est aujourd'hui partagée par tout le monde. Le système, les enseignants que nous sommes, les parents et tout le monde. Mais nous tardons à réaliser ce changement. Et je crois qu'il est temps que nous puissions avoir le courage de nous asseoir et de revenir nous adosser sur notre culture ou sur nos cultures. Parce que nous avons quand même une culture enrichissante. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, nous attendons de ces pouvoirs une rupture qui consisterait à changer ces programmes-là. C'est une forte demande de la communauté. D'accord, il n'y a pas encore de rupture à l'école. Donc, il y a 1 an que le nouveau magistère est là. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils ne sont pas des autistes, c'est-à-dire des personnes qui se suffisent à elles-mêmes? Qu'est-ce que, en tant que secrétaire général de syndicat, vous avez pensé de leur action en termes d'ouverture et de capacité d'écoute? Ils vous écoutent, en fait, elles vous écoutent, les nouvelles autorités? Je ne saurais les qualifier, mais ce que je puisse observer et qui est, à mon avis, quand même palpable, c'est que dans la gestion de nos revendications, ils tardent à réagir. Et c'est pourquoi, hier, on a organisé un point de presse pour dénoncer la manière dont ils ont procédé pour aller vers un pacte de stabilité sociale. Nous estimons que la meilleure manière d'asseoir un pacte, c'est de régler les revendications qui ont été signées à travers des protocoles entre le gouvernement et les représentants des travailleurs. Et je crois que l'autre élément qui me semble être important et que je ferai un élément de bilan, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement de faire des annonces, mais il s'agit d'être réaliste et d'être concret par des actions qui puissent en tout cas déprécier ces revendications qui sont des préoccupations qui se posent à nous. Et tant qu'on ne réglera pas ces préoccupations, tant qu'on ne réglera pas ces questions, d'accord, il est évident qu'il sera difficile de pacifier l'espace scolaire. Ouais. Le ministre du Travail vous a appelé à une réunion ou je ne sais pas, en tout cas à une séance de travail.
vous l'avez boycotté. Oui, on a boycotté. La politique de la chaise vide, vous, avec toute votre expérience là, ce n'est pas une bonne politique. Oui, ça pourrait être apprécié par autrui de cette façon. Mais ce qui est important, c'est que nous n'avons pas boycotté comme ça, ex nihilo. C'est parti d'une analyse approfondie, à partir d'un processus. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Ils ont été installés depuis 1 an et nous avions en interne décidé de ne pas aller en action, de leur laisser le temps nécessaire pour prendre leur marque. Mais nous nous sommes rendus que après 1 an, ça veut dire que 12 mois, les choses n'ont pas évolué. En réalité, dans la convocation, il nous a été demandé, l'objet de la rencontre, c'est de recueillir nos attentes. Mais nos attentes, ils les connaissent. Nos attentes, ils les savent. Nous ne sommes pas plus dans ce stade où il faut recueillir les... Nous sommes dans un stade où il faut régler les problèmes. Et l'autre élément, c'est leur responsabilité. Ils sont entrés par l'approche des centrales. Mais c'est bon. Mais nous qui sommes dans le secteur de l'éducation et de la santé, mais depuis pratiquement 1 an, nous sommes sur le terrain. Depuis 1 an, nous ne cessons de les appeler à l'ordre pour que nos préoccupations soient prises en charge. Mais nous avons constaté que s'ils veulent vraiment, en tout cas en ce qui nous concerne, pacifier le système éducatif, il vaille qu'ils puissent régler ces revendications. D'accord, une dernière question. Quand vous voyez le FMI venir dire que, confirmer qu'il y a quelques falsifications dans les finances publiques, est-ce que ça pourrait vous refroidir en termes de revendications ultérieures? Non, moi je n'ai pas vu le Fonds monétaire international confirmer. Je crois que j'ai même suivi une émission où le représentant a clairement dit qu'en réalité, ça c'est les documents de la Cour des comptes que eux ils n'ont pas encore apprécié. Ils sont en train de recueillir les informations et dans les jours à venir, ils vont se prononcer. Donc, je crois qu'il nous faut aussi être très regardants par rapport aux informations qu'ils nous ont données parfois, parce qu'il y a trop de manipulation dans ce que nous faisons. Et nous devons quand même... moi, je ne fais pas de la politique par rapport à la gestion de mon syndicat. Ce que je constate, c'est que depuis 2018, nous avions des préoccupations. Nous avions signé un protocole d'accord. Protocole d'accord qui a été encore signé en 2022 par rapport à la mise en œuvre du système de rémunération. Je constate, pour être factuel, que les choses sont restées en latence. Donc, par rapport à ça, mais je demande que les finances vraiment... Moi, ce qui me préoccupe... Vous avez continué à revendiquer. Mais est-ce que l'État qui a été installé récemment, est-ce que leur train de vie a changé? Mais vous les voyez, comment ils vivent. Ils sont en train de nommer. Les nominations sont toujours là. Bon, ils sont dans leur qui est, je ne les condamne pas. Mais je me dis que chacun va continuer dans son domaine. S'il y a lieu de demander, de demander. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Le temps passe vite. C'est terminé. Mais merci. On vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'être venus à ce plateau. Mais moi aussi, je vous remercie d'avoir porté votre dévolu sur ma personne et sur mon syndicat. Je crois que je ne ferai que vous féliciter et vous encourager. Le métier que vous exercez n'est pas facile. Les temps sont difficiles, surtout pour la presse. Et vous avez notre soutien. Parce que nous estimons que quand même la presse est un contre-pouvoir qu'il faut renforcer pour leur permettre de jouer un rôle de régulation pour la démocratie. Et sans la démocratie, il sera difficile d'asseoir un développement. Merci beaucoup, M. Gueye. Et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end, mais également une bonne fête de Korité. Pareillement à vous et à l'ensemble de vos collaborateurs et de vos collègues
Comme nous la souhaitons également à tous les téléspectateurs et auditeurs, merci et bon dimanche.